Moi, je sentais que c'est vraiment un devoir pour que la voix de toutes ces femmes-là qui ont vécu des atrocités, qui ont été violées, mais dont on ne parle pas, que je les porte. Et c'est pour cela que j'étais là en train d'expliquer. Et c'est ça. Donc, je n'avais pas droit à l'échec. Je pense qu'il est important d'écrire l'histoire de ce pays. Je suis quand même contente de voir quelques photos de Sam City. Le pays est divisé. Personne ne pouvait aller à l'est, à l'ouest, vice-versa, mais les femmes ont pu être connectées. Au moment où les gens étaient divisés, les femmes sont unies. Et parfois, je me dis, quel pouvoir j'avais. Mais j'ai pu taper les poings sur la table et parler, et prendre une décision. Je me suis rendu compte que ma main et mon stylo avaient une décision pour la vie de tout un peuple. Et c'était à ce moment-là que je devais jouer mon rôle. Peut-être que c'est pour ça que j'étais devenue déléguée au dialogue. Le pays était presque déchiqueté. Hein? Vous voyez la RDC, hein? L'ex-gouvernement était ici. La rébellion du RCD était ici. Le MLC était ici. Les Maï-Maï étaient ici. Plusieurs groupes, plusieurs rébellions, mais aussi plusieurs armées. Les armées régulières qui venaient qui étaient alliées à la rébellion, quand je vois le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, quand je vois les alliés de l'ex-gouvernement, le Zimbabwe, l'Angola, quand je vois les alliés du MLC, la République centrafricaine, donc à un certain moment, c'est une guerre internationale. Pendant toute cette période, la population congolaise a souffert, mais surtout les femmes, elles ont payé le lourd tribut de la guerre que nous avons connue à l'époque. Beaucoup ont été violés de façon systématique, à répétition. C'était beaucoup d'années de turbulences, de violences, de choses incroyables. Les femmes même parfois faisaient des marches dans la capitale ici avec des cercueils pour enterrer la guerre. J'ai fui la guerre avec mon enfant. C'est pas son père qui l'a porté sur le dos, c'est moi-même. Le viol était devenu comme une arme de guerre et les corps des femmes étaient devenus comme un champ de bataille.
On nous a enterrés vivants. Nous avons subi tout ce que nous avons subi. Nous voulons que cela s'arrête. Je peux dire que j'étais parmi les plus jeunes des femmes qui étaient à Sun City. Et moi, toute jeune que j'étais, je devais dire un mot de participant. Et heureusement que j'étais habituée aussi à parler au prétoire comme avocate. Je me suis rappelé comment on fait les audiences et je me suis fait aussi comme si j'étais devant l'audience. Mais c'était pas facile parce que parfois il m'arrivait des craintes. Et je me rappelle qu'il y a eu une femme qui m'a encouragée, c'est Madame Ange Lukiana. Elle était à l'époque, je crois, au gouvernement. Et quand je fais les mots de participant, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, tu as grandi. Et là, j'ai compris que j'étais entrée maintenant dans les sphères que je ne comprenais pas, qui étaient un peu plus élevées que moi. Notre environnement politique était le facteur important qui freinait les femmes. Et ensuite, c'était à l'époque de la dictature ferme. On s'est dit, nous allons lutter pour avoir un état de droit. Mais nous n'allons pas lutter chaque femme pour soi-même. Il faut absolument que ce que nous allons faire comme travail puisse toucher un maximum de femmes. Donc il a fallu organiser des ateliers au nord, à l'est, à l'ouest, et enfin avoir la possibilité d'aller avec toutes ces personnes-là à Nairobi pour avoir un seul cahier de charge. Un seul cahier de charge qui réunissait les problèmes auxquels les femmes faisaient face avec cette situation de guerre. Il y avait des méfiances au départ. C'était grave. La première fois que ces femmes se voyaient, se parlaient, parce qu'on ne se parlait plus. Je venais d'être nommée quelques mois avant comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. J'étais en fait l'unique femme du gouvernement. J'avais eu à conduire cette délégation des femmes au pré-dialogue des femmes à Nairobi, qui avait mis pour la première fois les femmes de l'opposition et les femmes de la majorité ensemble. Lorsqu'on calait sur des questions qu'on ne parvenait pas à résoudre et qu'on mettait chaque fois au congélateur, comme on dit, on va y revenir et ainsi de suite. Oui. Non, il y a eu des moments assez durs où on se disait, bon, ça ne va pas marcher. Quand on est entré, je crois que les autres collègues qui venaient de la composante ex-gouvernement pensaient qu'on était des démons. Tu sens l'animosité, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ça, c'est Madame Kadala. Des fois, on avait des divergences énormes, énormes. Elle était en négociation société civile. Moi, j'étais ex-rébellion. Des moments où des fois, on ne se parlait pas du tout. Je dois dire, on a travaillé, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ce qui nous a sans doute ramenés ou liés jusqu'à la fin du dialogue, c'est l'amour de notre pays, c'est la RDC. Nous voulions toutes une même issue au dialogue. C'était la réconciliation nationale, c'était que notre pays soit réunifié, qu'on arrête de ne pas pouvoir aller dans certains territoires. Je pense que tout ça mis ensemble nous a rapprochés et a permis que les femmes, tout au long de ce dialogue, peut-être au départ il y avait de la méfiance, mais que vers la fin, nous n'ayons fait qu'un seul bloc. Le fait que nous voulions la paix, le fait que nous voulions vraiment que les armes cessent de crépiter, nous étions obligés de tout transcender. Nous étions obligés de nous dire, il faut faire des concessions. Les femmes ne sont pas parties comme ça, sans une orientation quelconque, parce qu'on comprenait
sans s'être suffisamment préparés, nous serons balayés. Les femmes avaient préparé 11 cahiers de charges, donc un cahier de charges par province. Mais après, on s'est retrouvés pour avoir un seul cahier de charges finalement. Là, c'est un rapport final en février 2002. Nous avons insisté pour qu'il y ait un programme de réconciliation, un programme humanitaire pour essayer de remettre les populations dans leur village et dans leur travail. Nous avons insisté pour qu'il y ait une constitution plus humaine qui prend en compte les intérêts à la fois des hommes, des femmes. Nous avons oublié ce qui nous divisait. Nous avons oublié notre origine, nos provinces. Nous avons oublié notre appartenance politique. Nous avons oublié notre statut social. On a dit les femmes de toutes les catégories, on se retrouve autour de notre identité comme mère et on va mener le combat pour que la paix revienne dans notre pays. Nous allons voir les hommes, nous allons leur demander pourquoi ils font la guerre. Négatif et tout, mais au moins vous arrivez à quelque chose. Donc c'était frustrant. Autre chose, c'est la participation des femmes. Au fur et à mesure qu'on évoluait, Sun City, au niveau de nos organisations des femmes, on a appris à écouter les autres. Quand les Congolais se sont retrouvés à Sun City, quand on s'est regardé dans les yeux, avec les stratégies que les femmes ont mis en place, les gens se sont dit des vérités. Parce que tout le monde était fatigué. Donc nous étions allés avec un cri de cœur des femmes congolaises pour dire qu'une fois pour toutes, on mette fin à la guerre et que nous puissions quitter Sun City autour, en tout cas, d'un engagement collectif, de se remettre ensemble, de se réunir et de reconstruire le pays parce que la guerre... On n'était pas accepté par le pouvoir en place. On nous considérait en fait comme des espions. Quand nous sommes arrivés à Sun City, nous sommes entrés dans la salle. Ce qui m'avait frappé d'abord, c'était les luxes. J'ai vu des tentes, des chapiteaux. Je n'avais jamais assisté à des conférences comme ça. Tout était performant. Il y avait des caméras, il y avait des beaux chaises, des tables, il y avait de l'eau sur la table. Donc, c'était somptueux. Et du coup, j'ai vu les délégations commencer à entrer. J'étais un peu nerveuse, mais le lendemain, c'est parti. On s'est soutenus entre les femmes et entre les délégués. Voilà. Je garde toujours l'image de cette salle-là. C'est historique pour moi. Il y avait ici la composante RCD, donc Parti rebelle. De l'autre côté, il y avait la composante ex-gouvernement. De ce côté-ci, il y avait la composante opposition politique. Et donc, notre place était ici. L'ex-gouvernement, c'était en face. L'opposition politique, la société civile. Donc on formait sous forme de U. Vous voyez, vous êtes sur la première rangée ici. J'étais la seule femme. Et tu vois les gens qui te regardent. À un certain moment, on pensait que qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là, en principe. Ils ne nous prenaient pas au sérieux au départ.
Il y a des gens qui nous décourageaient pour dire, mais vous les femmes ici, qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez finir vos nez dans des questions de guerre, de rébellion et tout. Ce n'est pas bon, mais on n'était pas découragés. Il y en a pour qui ce groupe de femmes-là qui vient nous distraire, qui vient faire du bruit, qui vient nous faire la morale. Ça s'est dit à Sun City, parmi les hommes. Ils ont dit ces choses-là. Les femmes étaient moins nombreuses aux négociations politiques intercongolaises. Nous étions représentés à moins de 10%. Et là, alors, pour faire passer les problèmes spécifiques des femmes, notamment la participation des femmes aux instances décisionnelles, cette question-là, à l'unanimité, toutes les composantes et entités, bien que c'était des belligérants, ils avaient des divergences, mais ils étaient d'accord, tous unanimes, pour mettre de côté les femmes. Ce qui nous liait, les femmes, ce qui nous obligeait, c'est que nous avions un cahier de charges commun. Et ce cahier de charges a été discuté entre femmes de toutes les composantes. Nous devions être fidèles à ce cahier de charges pour ce qui concernait la femme, l'enfant, la famille, la société sur les questions sociales. Voilà. Parfois, les gens disaient, mais qu'est-ce que les handicapés vont faire ici? Quel est le thème des personnes handicapées au dialogue intercongolais? Ça vient faire quoi? Alors, j'ai senti l'obligation de faire comprendre que non seulement que ces personnes font partie de la population et que les affres de la guerre, elles l'ont vécu aussi, mais aussi de faire voir que la guerre était devenue en quelque sorte une machine de fabrication de personnes handicapées et qu'on ne devait pas, tout en parlant de comment mettre fin à cette guerre, ignorer la situation de ces personnes après le conflit. Et quand je parlais du message des personnes handicapées, toutes les autres femmes portaient ces messages-là. Et ça m'a donné l'idée de comprendre que lorsqu'on est ensemble, on devient une force. En même temps, il y avait l'amateurisme, en même temps, on cherchait à être professionnel et tout. Nous n'avions que notre détermination, notre engagement. Those in favor, please raise their hand. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 1325. Ça nous a donné la confiance, oui. Et c'est grâce à la résolution 1325 que nous sommes arrivés là. Parce qu'on a utilisé ça comme étant vraiment un outil de plaidoyer. Parce que là, nous avons dit aux hommes, voilà, ça c'est une raison des Nations Unies. Et notre État est membre des Nations Unies. Donc, nous sommes, cette raison nous engage. Donc, il est de votre responsabilité d'accepter que les femmes puissent aussi participer à ces négociations, bien qu'elles n'aient pas pris les armes. Nous avons porté la question au niveau international, on nous a écoutés. Parce que souvent les gens réclament, disent, nous sommes au Congo, on ne s'occupe pas de nous, mais ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas de la magie, ne peuvent pas s'imaginer ce qui se passe. Il faut porter votre situation à la connaissance de la communauté régionale internationale. Les femmes sud-africaines étant déjà passées par là, qui formaient les femmes congolaises sur les approches et les méthodes de négociation, comment approcher les questions, comment la faire accepter vos points de vue. Et donc il y avait toute cette ambiance-là. Quand les principaux négociateurs ont suspendu leur participation, c'était comme si le ciel tombait sur les têtes des Congolais. Parce que tous les espoirs étaient à ce dialogue-là. Parce que là, c'est vraiment gâcher l'espoir de tout un peuple. C'était des moments qui me peinaient et qui peinaient beaucoup plus les femmes.
parce que toutes les femmes, quand on rentrait sans solution, ça donnait de la peine. C'était terrible. En février 2002, on est resté, je crois, 10 jours. Les travaux ne démarraient pas. Les belligérants n'arrivaient pas à se parler, à se mettre d'accord pour un ordre du jour. Et là, nous avons compris qu'on avait un grand travail à faire de coulisses. Nous avons fait venir des femmes de l'intérieur du pays en nous disant il faut que chaque pays, chaque province soit représentée et puisse apporter les soucis de sa province. Donc, c'était les stratégies qu'on avait montées. On a pu avoir une trentaine de femmes en appui aux femmes qui étaient déléguées aux négociations, au dialogue. Donc, on était à l'extérieur, mais nous avions dit qu'elles pouvaient venir vers nous à chaque fois qu'elles devaient avoir un problème ou qu'elles sentaient qu'elles étaient débordées ou qu'elles sentaient qu'il y avait une crise entre les hommes. Elles pouvaient revenir vers nous et nous dire qu'est-ce qu'on fait, quelle stratégie nous pouvons monter. Vous savez, les négociations se nourrissent des blocages. Quand tel groupe n'est pas satisfait, il claque la porte, il faut revenir sous des conditions, sous des préalables. Et chaque fois qu'il y avait des blocages, les femmes intervenaient pour dire ne bloquez pas les négociations pour des questions qui ne sont pas des questions d'intérêt général. Les femmes ont organisé un sociodrame, on a joué, on a porté les pagnes du 8 mars et nous avons retracé toutes les souffrances que la population était en train d'endurer sous la guerre dans la salle. Et les hommes ont suivi ça. Il y en a qui, en tout cas, qui ont pleuré. Ensemble, les femmes ont fait la synergie pour pousser les hommes à signer l'accord de paix. Et elles ont fait vraiment du lobbying extérieur. Elles allaient voir tous les chefs des guerres, tous les chefs, les chefs des délégations, pour leur dire que les femmes en ont assez avec la guerre, avec les violences, et qu'il faut absolument que nous puissions arriver à signer l'accord de paix. On les a tous vus. On leur a dit, s'il vous plaît, faites en sorte que nous puissions rentrer chez nous pour veiller sur nos enfants. S'il vous plaît. Écoutez-vous les uns les autres. Nous sommes tous ici entre frères, entre sœurs. On ne peut pas attendre que la paix vienne de l'extérieur. Tous ont reçu le même message de notre part. Il y avait comme une certaine peur, comme une certaine curiosité. Mais au même moment, il y avait cette envie que les femmes viennent quand même. Parce que quand on n'était pas encore arrivé à parler avec telle composante, il y avait des signaux pour dire « mais vous avez parlé avec ceux du gouvernement, avec nous vous n'avez pas parlé, pourquoi ?» Les hommes se sont gênés de voir que les femmes leur faisaient des leçons. Et les femmes à Sun City ont eu même à enfermer les hommes pour qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils allaient signer l'accord de paix. Et c'est ce qui fut fait. On vient se positionner devant les portes avec nos pagnes et on dit on ne va pas bouger d'ici. On reste ici jusqu'à ce que vous ayez signé le document, vous n'allez pas sortir. C'était maintenant la colère des femmes. En n'écoutant même pas les supplications de ceux qui voulaient ne fût-ce qu'aller se soulager. Il dit, vous voulez vous soulager, c'est rien par rapport aux femmes qui sont violées sur le terrain. C'est rien par rapport aux enfants qui sont pilés dans les mortiers. C'est rien par rapport aux femmes enterrées vivantes. C'est rien par rapport à toutes ces femmes qui déambulent avec des enfants au dos pour chercher de l'eau parce que ça crépite les armes.
c'est rien par rapport à toutes les souffrances que nous endurons. Et les personnes vivant avec handicap qui ne savent pas fuir la guerre. Toutes les personnes de troisième âge qui ne savent pas fuir la guerre. Je n'aime pas trop en parler. Ça me fait très mal. J'ai senti la joie, une paix intérieure. C'est ça le moment fort pour moi. Un moment où je me suis dit que les Congolais, nous sommes mûrs parce que nous avons dépassé nos différends pour l'intérêt majeur de notre pays. C'était un grand soulagement, un très très grand soulagement de se remettre ensemble sans animosité et d'aller de l'avant pour préparer les élections. Donc c'était une très très grande satisfaction par rapport à cet accord qui nous a ouvert les voies jusqu'aujourd'hui. Qu'à un cas, mais jusqu'aujourd'hui. Nous savons tous que toutes les recommandations de Sun City n'ont pas été réalisées. Toutes les recommandations n'ont pas été réalisées. Entre autres, la réparation. Nous, femmes, nous demandons toujours réparation et justice. C'est bien beau que les gens puissent mettre en place une commission vérité et réconciliation, tel qu'a été le cas en 2003, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même la justice. Parce que tous ces hommes-là qui ont commis ces crimes, nous les voyons promener. On aurait pu bien faire de prendre les deux, à prendre la justice, mais également la paix. Parce que la paix n'exclut pas la justice. D'ailleurs, je pense que la justice aurait beaucoup aidé à consolider cette paix. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état du Congo, on voit d'abord qu'à l'Est, c'est toujours presque un non-État, si on regarde bien. Et les chefs de guerre sont toujours là. Il y a une centaine de groupes armés. Peut-être qu'il y a de petits groupes armés, ce sont des groupes armés quand même. Et tout ça, c'est justement le résultat de l'impunité, de l'absence de justice. J'ai vu les compétences, la capacité des femmes. J'ai appris à respecter la femme. Parce que les femmes sont en mesure de bâtir sur les convergences et leurs différences, de les transformer en richesse. La composante femme dans notre pays, c'est une composante respectable parce qu'elle sait mettre le patriotisme en premier lieu. Nous pensons que les femmes doivent être autour de la table des négociations pour aborder toutes ces questions-là que les hommes négligent parce que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et aussi, c'était nécessaire que les femmes soient là parce que la femme, là où elle est, elle cherche la paix. Il y a eu un grand travail que nous avons fait pour que le monde nous écoute. Alors, maintenant, ici, on veut reconstituer l'histoire. Parce que nous n'allons pas rester éternels, nous allons partir. C'est vous qui allez rester. Pour que vous connaissiez l'histoire que les femmes au Congo ont joué un grand rôle pendant des moments très difficiles. Nous avions une seule cause à défendre, c'était la cause de la femme. Comme la guerre est venue, imaginez-vous, pendant cette période, il n'y avait pas la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc les femmes congolaises, c'est une grâce que nous avions eue à initier des actions nous-mêmes pour la résolution pacifique. Maintenant que l'accord a été signé, maintenant il faut évaluer la participation des femmes au niveau de Sun City, tirer de bonnes leçons
voir aussi les faiblesses, pour qu'on puisse avoir maintenant un cadre permanent qui doit continuer maintenant avec la lutte. On avait plus pensé sur les problèmes de la société, mais on n'avait pas réfléchi sur quel est le rôle de la femme après Sun City. Et ça, c'était vraiment une lacune et qui nous a beaucoup compliqué même après Sun City. Parce que si nous avions compris à cette époque-là, on pouvait créer une dynamique au sein des institutions pour que nos idées soient portées encore. Vous ne pouvez pas créer une structure, une plateforme et vous la laisser comme ça. Et ça reste une plateforme comme ça, sans normes de fonctionnement, et ça désintéresse certaines personnes qui n'ont pas compris. On n'a pas vraiment vulgarisé l'esprit de Sun City. On n'a pas inculqué l'esprit de Sun City dans les chefs de toutes les femmes à Kinshasa comme en province. On s'est limité à mettre en place le cadre et on l'a laissé. Moi, je crois que c'était une grosse erreur. Donc, je dois avouer que ça nous a échappé. C'est une responsabilité collective au niveau des femmes qui ont construit l'esprit de Sun City. Et merci à toutes nos mamans qui nous font vivre ces moments ici. Merci beaucoup. Elles sont nos héroïnes par leur prise de parole pour nous amener la paix. Donc, merci infiniment. Peut-être que partant de cette discussion, on peut voir comment maintenant penser à peut-être périodiquement des échanges avec la jeunesse. C'est une idée qu'on peut capitaliser. Personnellement, je peux dire que moi, je suis fière de partager cette expérience-là et surtout de parler avec la jeunesse. Et ils peuvent comprendre là où nous, on a fait des faiblesses, là où nous, on n'a pas réussi. Et elles peuvent maintenant aller un peu plus avant. Mais aussi, j'aime partager cette expérience avec les femmes vulnérables pour leur faire voir que ce n'est pas le fait que vous êtes handicapé, que vous ne pouvez pas entrer dans des grands espaces. À Sun City, on était aussi jeunes. À ce moment-là, en étant jeunes, ça ne nous a pas empêchés de participer. D'ailleurs, ça a été un avantage, puisque vous imaginez, avec toute la vigueur de la jeunesse, on avait tout ce courage-là, tout ce dynamisme, alors on a bousculé. Donc c'est un exemple pour la jeunesse pour dire qu'il faut s'engager pour des causes qui sont nobles pour le pays. Je suis satisfaite d'avoir choisi la bonne cause à Sun City, la cause de la synergie, la cause de la cohésion, la cause de la paix et non pas la cause de l'extrémisme parce que j'étais au pouvoir et je n'ai rien à faire avec les autres, non. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que une quinzaine d'années après, chacune de nous a revécu ces moments-là avec passion, émotion. Du coup, je me suis dit que l'expérience de Sun City a laissé sur nous et dans nos vies, en tout cas, une empreinte indélébile. À partir de Sun City, j'ai compris comment on vit la marginalisation. Parce que ce n'était pas facile de faire passer certains thèmes.
Alors que c'était des questions importantes, mais vous sentez que les gens n'avaient pas vraiment l'esprit à ça. Alors ça m'a donné l'idée de dire, il faut continuer et continuer et continuer toujours. Chaque étape m'a donné plus de confiance en moi et m'a appris à savoir me comporter avec les autres, en société, savoir négocier. Par exemple, venir à la rage, taper du poing, ainsi de suite, n'ouvre pas les portes. Il vaut mieux, fort de sa position, mais venir avec des arguments, savoir ne pas humilier l'autre, et ainsi. Tout ça, ce sont des leçons que j'ai apprises pendant ces 2 ans. Voilà. Non seulement je suis fière, je me sens responsable, je me sens historiquement redevable. Historiquement redevable parce que j'ai la conviction que ma petite pierre a contribué à construire l'édifice. L'énergie féminine dépasse même une bombe atomique. Quand les femmes sont ensemble, elles peuvent même déplacer les montagnes. Parce que les femmes, quand elles sont engagées à faire quelque chose, elles arrivent jusqu'au bout. Et les stratégies, nous les avons. Quand je vois ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, les causes pour lesquelles je me battais et les causes pour lesquelles je me bats aujourd'hui, je dis, par rapport à ce qui me concerne, qu'il y a une évolution par rapport à la nation, il y a une évolution, il y a des défis énormes sur lesquels nous continuons et nous devons absolument continuer à travailler. Après la guerre, il y a eu la période de transition. Maintenant, nous devons mettre en place un nouvel ordre politique. J'avais une responsabilité dans cela. Bon, je continue à me battre, à donner tout ce que je peux donner. C'est mon intelligence, c'est ma capacité, mon courage, mon engagement pour ces pays. Si ça peut aider, tant mieux. Notre Congo sera toujours uni. Non, ne chantez pas comme ça, chantez avec une façon. Vraiment. Notre Congo sera toujours uni. Il gardera toujours son unité. Notre Congo sera toujours uni. Il gardera toujours son unité. Il vous gardera grâce à Dieu.